Le cœur des États-Unis d'Amérique vient d'être frappé. Les tours jumelles du World Trade Center à New York, c'est-à-dire le plus grand centre financier du monde, ont été percutées par deux Boeing 737. Le pays tend l'émoi. La population ne croit pas ce qu'elle voit, ce dont elle est témoin. L'empire le plus puissant du 20e siècle sera à jamais transformé par ces événements auxquels on référa dès lors comme le 11 septembre 2001 ou 9/11. Ils impacteront non seulement les États-Unis, mais aussi un grand nombre de pays du Proche et du Moyen-Orient. À partir de ce moment, on dira qu'il y a un avant et un après 11 septembre, tant ce jour a marqué l'histoire. Pour vous raconter cette histoire, nous devons commencer par parler de l'Afghanistan. Ce petit pays, montagneux et aride, entre le Pakistan et l'Iran, est aussi appelé le cimetière des empires. En effet, à travers l'histoire, une multitude d'empires se sont cassés les dents en essayant d'envahir et d'occuper ce pays insoumis. C'est l'Empire soviétique qui est la dernière victime de la résistance afghane dans les années 80. Les années de lutte contre l'envahisseur soviétique vont mener à la formation de groupes armés. De ceux-ci, nous retiendrons surtout les talibans et Al-Qaïda. En 1989, après le retrait des forces soviétiques et la chute du gouvernement afghan, le pays est en proie à une guerre civile. C'est dans ce contexte que se crée le groupe des talibans qui cherchent à gagner du pouvoir en promettant de ramener l'ordre dans le pays. Le mot taliban signifie élève. Le groupe est formé en 1994 à Kandahar par un certain Mollah Mohammed Omar. Plusieurs de ses membres sont d'anciens combattants de la résistance afghane contre les forces soviétiques dans les années 80, appelés Moudjahidines. Les talibans prennent le contrôle de Kandahar, puis de Kaboul, la capitale. Ils dirigent l'Afghanistan de 1996 à 2001 en appliquant de façon stricte la charia, c'est-à-dire la loi islamique. Ce régime draconien inclut des sévices corporels, peu de droits pour les femmes, peu de place à la culture. Bref, la société afghane est très réglementée. C'est dans le contexte que nous venons de décrire que naît une autre organisation centrale dans toute cette histoire, Al-Qaïda. Al-Qaïda signifie la base en arabe. Il s'agit d'une organisation fondée en 1987 par le cheikh Abdullah Yusuf Azam et son élève Oussama Ben Laden. Al-Qaïda considère que les pays occidentaux sont des ennemis des nations islamiques et qu'ils doivent être combattus par tous les moyens, y compris en ayant recours au terrorisme. Intervient ici un personnage incontournable du récit que nous racontons et qui se nomme Oussama Ben Laden. Personnage étrange au destin étonnant. Né en 1957 en Arabie Saoudite, il est issu d'une riche famille saoudienne ayant fait fortune dans la construction et le bâtiment. Son père est polygame et a 53 enfants. Jeune, Oussama voyage en Occident et développe un certain mépris pour les mœurs et la civilisation occidentale qu'il considère décadente. Il s'intéresse au wahhabisme, mouvement fondamentaliste musulman. Rapidement, il s'implique dans les combats contre les forces soviétiques en Afghanistan. Il est alors armé et soutenu par la CIA et les États-Unis. Toutefois, dans les années suivantes, Oussama Ben Laden dénonce les liens et la coopération entre son pays d'origine, l'Arabie Saoudite, et les États-Unis, qu'il considérait comme une nation ennemie de l'islam. Dans les années 90, il rompt avec l'Arabie Saoudite et en est banni. À cette même époque, il est également accusé de commanditer des attentats contre des cibles américaines. Selon ce que nous savons, Ben Laden a été l'architecte et le financier de toute l'opération du 11 septembre. C'est du moins ce que la version officielle des faits raconte. L'autre pays dont le destin bascule dramatiquement à la suite du 11 septembre est l'Irak. Avant cette date, le pays est assez stable et il est dirigé par un dictateur nommé Saddam Hussein. Le taux d'éducation est très élevé pour la région et malgré la brutalité du régime, le niveau de vie est relativement élevé. Le pays est un très grand producteur de pétrole. Avant de poursuivre, revenons un peu en arrière afin de mieux expliquer les liens déjà existants entre le Moyen et Proche-Orient et les États-Unis, car ces liens ont énormément influencé la suite des choses. Les États-Unis ont, dans les années 1980, des réseaux d'information et militaires actifs à travers tout l'Asie centrale. À l'époque, ils sont aussi directement impliqués dans le conflit entre l'envahisseur soviétique et les populations afghanes. En effet, les États-Unis fournissent généreusement en matériel militaire les groupes armés qui tentent de repousser les soviétiques. Maintenant que nous avons décrit la situation au Moyen-Orient peu avant le nouveau millénaire, revenons à ce fameux matin du 11 septembre 2001. 11 des 19 terroristes qui joueront un rôle dans les événements qui suivront entrent dans l'aéroport de Boston. 5 d'entre eux montent à bord du vol 11 dont l'avion décollera à 7h59. 5 autres prennent le vol 175 qui lui décolle à 8h15. À ce moment-là, les terroristes du vol 11 ont déjà pris le contrôle de l'avion et le détournent vers le sud. 8h46, le premier avion s'écrase dans la tour nord du World Trade Center à New York. 8h58, c'est le deuxième avion qui se dirige vers New York.
Moins de 20 minutes après que le premier avion se soit écrasé, le deuxième avion fracasse la seconde tour jumelle. C'est la panique. Le secours arrive, il y a des gens coincés dans les immeubles en feu. Certains sautent de l'immeuble. On croirait assister à une scène de film hollywoodien. 1 heure après avoir été frappé par le second avion, la tour sud s'effondre. 1/2 heure plus tard, c'est au tour de la tour nord de s'écrouler. Partout autour du globe, c'est la consternation. Pendant ce temps, le vol 77, lui, parti de Washington avec 5 terroristes, s'écrase dans le Pentagone, siège de l'armée américaine à Washington, symbole ultime de la puissance militaire des États-Unis. Le vol 93, parti de New York, se fait lui aussi détourner, mais des passagers s'opposent aux terroristes et l'avion finit par s'écraser dans un champ de Pennsylvanie. Au total, 2977 personnes sont mortes suite aux attentats du 11 septembre. Le pays est traumatisé, sa toute-puissance est mise à mal. 1 mois plus tard, soit le 7 octobre 2001, les États-Unis réagissent à ces événements en débarquant en Afghanistan avec comme objectif de démanteler Al-Qaïda, de capturer Ben Laden et de chasser le gouvernement taliban du pouvoir. Ou du moins, c'est le but officiel déclaré par le gouvernement américain à ce moment-là. Le Royaume-Uni s'allie aux États-Unis et à d'autres pays de l'OTAN pour créer une force d'occupation nommée FIAS. L'invasion de l'Afghanistan par des forces armées occidentales se met donc en place. Elle est baptisée Enduring Freedom. Cette invasion est la première étape d'une guerre qui durera 20 ans et qui marquera le début de ce qu'on appelle la guerre contre le terrorisme. Après les attentats, George W. Bush, alors président des États-Unis, demande aux talibans de leur livrer Oussama Ben Laden et d'expulser Al-Qaïda de l'Afghanistan. Les talibans refusent. Le 17 décembre 2001, les États-Unis repoussent les talibans du pouvoir et construisent des bases militaires à plusieurs endroits stratégiques. Le 22 décembre 2001, Hamid Karzai entre au pouvoir en tant que président de l'Afghanistan avec l'aide des États-Unis. Une guerre est déclenchée entre les talibans et le nouveau président, soutenu par les forces militaires étrangères. Une partie de la population afghane, soit les Pashtuns ruraux du sud et de l'est, ne sont pas tout à fait d'accord avec l'élection de Karzai, car ils ne se reconnaissent pas dans le processus l'ayant amené à diriger le pays. En 2008, Barack Obama est élu président des États-Unis et promet de rapatrier les troupes américaines au pays, mais les affrontements augmentent et il est donc dans l'obligation d'envoyer encore plus de soldats en Afghanistan. En mai 2011, les Américains réussissent à mettre la main sur Oussama Ben Laden qui était caché au Pakistan et à l'abattre sans aucun procès. Puis en 2014, Obama annonce le retrait partiel des troupes de l'Afghanistan. En 2016, c'est Trump qui accède au pouvoir. Lui aussi fait la promesse de retirer les troupes américaines et lui aussi échoue. C'est sous le président Biden, en 2021, que cette promesse se réalise finalement. Les Américains quittent le pays dans la hâte alors qu'ils sont pratiquement chassés par les talibans qui reprennent le pouvoir du pays quasi instantanément une fois le retrait annoncé. C'est en quelque sorte un retour à la case départ. En conclusion, on peut se demander à quoi aurait bien pu servir cette occupation de plus de 20 ans. Ces années d'occupation auront été en effet une sorte de fiasco pendant lesquelles les États-Unis ne sont jamais vraiment parvenus à pacifier le pays et à imposer leur autorité. On parle d'un manque de préparation évident et d'une absence flagrante de direction. Selon des témoignages de militaires impliqués, les forces occidentales étaient dans un flou total et avaient une incompréhension complète du pays, de sa population et de sa culture. Il est aussi important de mentionner que même si le régime des talibans était extrêmement strict, les talibans dirigeaient le pays depuis de longues années et les habitants, bien qu'ils n'étaient pas tous d'accord avec les occupants au pouvoir, étaient habitués à ce régime. Le Pakistan, voisin de l'Afghanistan, est un autre front important de la guerre contre le terrorisme. Ce pays joue pendant cette période une sorte de double jeu avec les pays occidentaux et les États-Unis, oscillant entre coopération et opposition. En effet, les autorités pakistanaises accueillent toute l'aide militaire fournie par les États-Unis, tout en aidant aussi, dans l'ombre, les talibans, dont ils ont toujours été les alliés depuis l'occupation soviétique des années 80. Le 19 mars 2003, près d'un an et demi après les événements du 11 septembre, une coalition menée par les USA envahit l'Irak. Irak, berceau de la civilisation mésopotamienne, pays du Moyen-Orient de 23 millions d'habitants, dirigé depuis longtemps par un dictateur nommé Saddam Hussein. S'ensuit une guerre éclair qui dure quelques mois. L'intervention est d'une violence inouïe, chasse rapidement du pouvoir Saddam Hussein et plonge la nation dans un chaos et une violence troublante. Les troupes de la coalition occidentale occupent l'Irak jusqu'en 2011, date du retrait des dernières troupes américaines. Les conséquences sur la nation irakienne sont graves. On assiste à une sorte de dislocation du tissu social et une fragmentation du pays en divers groupes et factions.
Ainsi, le pays glisse dans une désorganisation qui perdure jusqu'à ce jour. Pour justifier l'invasion, les États-Unis ont fait une présentation mensongère devant le Conseil de sécurité des Nations unies en alléguant que l'Irak possède des armes de destruction massive posant un risque à la sécurité globale, qu'il était ainsi un État terroriste qui menaçait les États-Unis. Nous savons maintenant qu'il s'agissait d'une manipulation grossière et que l'Irak n'était aucunement lié aux attentats du 11 septembre. Alors comment expliquer cette invasion? Une des théories les plus courantes veut que les États-Unis aient utilisé le 11 septembre comme prétexte pour envahir l'Irak et ainsi mettre la main sur d'importantes ressources de pétrole et de plus s'assurer d'une sorte de position géostratégique au Moyen-Orient, la région la plus riche du globe en hydrocarbures. Les attentats du 11 septembre 2001 ont marqué l'histoire du 21e siècle et continuent d'avoir des répercussions sur le monde entier. Nous pourrions ranger ces conséquences dans 3 grandes catégories. Effets sur l'équilibre et la géopolitique du Moyen-Orient, conséquences sur la toute-puissance américaine et effets sur la vie des individus. Sur le plan individuel, nous avons pu voir une plus grande surveillance de la population par les autorités faire son apparition dans les sociétés occidentales. Tout un appareil de surveillance est effectivement mis en place dans la foulée de la guerre contre le terrorisme. Des contrôles de sécurité de toutes sortes ont été instaurés. De nos jours, il est devenu habituel de passer de nombreuses heures à se plier à des contrôles de sécurité lorsque nous prenons l'avion, alors que toutes ces mesures n'existaient pas ou étaient beaucoup moins présentes avant le 11 septembre. Quant aux effets au Moyen-Orient et dans le monde arabe, on constate plusieurs choses. D'une part, les tensions entre le monde musulman et l'Occident ont énormément augmenté. De plus, l'invasion américaine a mené à une déstabilisation du Moyen-Orient et vraisemblablement provoqué la guerre de Syrie. Cette guerre a eu à son tour des répercussions considérables sur le Liban, la Turquie et même la Libye. Bref, on peut facilement imaginer que le monde serait un peu plus pacifié si l'invasion de l'Irak n'avait pas eu lieu. Pour terminer, abordons les conséquences du 11 septembre du point de vue américain. Nous pouvons dire que ces attentats marquent symboliquement le déclin, voire la chute de l'hyperpuissance qu'étaient les États-Unis depuis le début du 20e siècle. Toutes ces guerres menées en réponse au 11 septembre ont eu un coût faramineux pour la société américaine qui a négligé de prendre soin de son propre pays et de ses citoyens. Il faut ajouter que les interventions unilatérales effectuées ont beaucoup décrédibilisé la puissance américaine qui s'est ainsi aliénée des pays qui lui étaient traditionnellement alliés. Depuis 1945, les États-Unis se considéraient comme l'unique superpuissance du monde, hégémonie contestée uniquement par l'URSS. Lorsque l'URSS s'est écroulée, soit au début des années 90, les États-Unis ont réellement gagné ce titre. Ils contrôlaient les richesses, possédaient énormément d'influence économique et culturelle et jouaient le rôle de justicier autoproclamé du globe. Bien que le 11 septembre ne soit pas le seul événement ayant amené les États-Unis à perdre de son influence sur la scène internationale, nous sommes obligés de constater qu'il a fortement contribué à ébranler les assises politiques et économiques de ce géant.